Ils s'attendaient à l'humiliation, à la faim et peut-être même à la mort. Les soldats japonais capturés dans le théâtre du Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale avaient été informés par leur propre commandant que la reddition était déshonorable et que les Américains étaient impitoyables. Lorsque les navires de transport les ont transportés à travers l'océan vers des camps dans les États-Unis continentaux, la plupart croyaient qu'ils ne connaîtraient plus jamais les petites routines de la vie normale. Cependant, leur premier moment en mettant pied sur le sol américain a commencé à remettre en question tout ce qu'on leur avait enseigné. Au lieu d'être battus ou dépouillés de leur dignité, ils ont été traités comme des soldats, enregistrés avec des documents administratifs et alignés en rangées ordonnées vers de vastes complexes qui ressemblaient moins à des prisons qu'à des postes d'entraînement militaire. Le processus d'arrivée lui-même était rempli de contradictions. Les gardes étaient sévères, les fusils toujours prêts. Mais il n'y avait pas de cruauté sauvage. Les prisonniers ont été stupéfaits de se voir remettre des rations à leur arrivée, de la vraie nourriture chaude, parfois du pain avec du beurre, du café et même de la viande. Dans leur esprit, les ennemis étaient censés les affamer pour les soumettre. Cependant, l'armée américaine avait des réglementations strictes en vertu de la Convention de Genève, et les officiers américains comprenaient la valeur de propagande de traiter les prisonniers décemment. Pour les prisonniers de guerre japonais, c'était le début d'une expérience entièrement inattendue. Les camps eux-mêmes les ont choqués encore davantage. Des clôtures hautes et du fil barbelé entouraient les terrains, mais à l'intérieur, il y avait des rangées de baraquements en bois, des zones de loisirs, des cuisines et même des endroits désignés pour le travail et l'étude. Certains camps avaient des bibliothèques avec des livres et des magazines en anglais. D'autres avaient des terrains de sport où les prisonniers joueraient plus tard au baseball ou au soccer. Pour des hommes qui venaient d'être arrachés à l'enfer de la guerre insulaire, où la maladie de la jungle et la faim constante définissaient chaque jour, la transition semblait surréaliste. Ils ne pouvaient pas concilier le chaos de la bataille avec l'ordre de ces installations. L'état psychologique des prisonniers nouvellement arrivés était fragile. Beaucoup étaient émaciés, malades du paludisme ou portaient encore des blessures non traitées. Les équipes médicales américaines qui les ont examinés l'ont fait avec efficacité, notant les infections, les blessures et les parasites. Le fait d'être soigné médicalement par l'ennemi a confus les hommes. Certains ont résisté, croyant que c'était un piège, tandis que d'autres se sont soumis en silence, s'émerveillant que leur vie ait une importance pour les geôliers. Ce qui les a le plus troublés n'était pas la dureté, mais la gentillesse mécanique, clinique, détachée et régie par des règles. L'une des premières impressions qu'ils ont portées était l'ampleur même de l'organisation. Les camps américains fonctionnaient comme une horloge. Chaque tâche, de la préparation des aliments au contrôle de santé, était gérée selon des horaires. Cette structure rigide contrastait avec l'improvisation désespérée des garnisons japonaises, où les pénuries forçaient les soldats à coudre leurs propres vêtements, à se couper les cheveux les uns les autres, ou à passer des semaines sans lavage approprié. Pour les prisonniers japonais, le système américain semblait étrange, presque luxueux. Même l'odeur du savon persistait dans l'air, un rappel aigu d'un monde qu'ils pensaient perdu à la guerre. Il y avait aussi le choc de l'égalité. Les officiers et les hommes de troupe étaient alignés et traités, parfois côte à côte, sans la hiérarchie sociale rigide que la culture japonaise leur avait inculquée. Les Américains avaient leur propre grade militaire, mais en ce qui concerne le traitement des prisonniers, l'efficacité l'emportait sur la cérémonie. Ce léger nivellement du statut a troublé les officiers japonais qui n'étaient pas habitués à un tel traitement. Cela suggérait un ordre militaire très différent, construit moins sur l'obéissance sans question et plus sur des procédures conçues pour la gestion de masse. Au fur et à mesure que les jours passaient au cours de ces premières semaines de captivité, des rumeurs ont commencé à se propager dans les baraquements. Certains prisonniers chuchotaient que des barbiers viendraient couper leurs cheveux, d'autres que des tailleurs leur distribueraient des uniformes, et d'autres encore que la lessive serait collectée comme dans une ville civile. Au début, ces histoires ressemblaient à des blagues cruelles. Pourtant, à l'arrière de l'esprit de chaque prisonnier se développait la conscience croissante que l'Amérique fonctionnait selon des règles et des systèmes qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. Pour des hommes qui avaient autrefois cru que la reddition signifiait la dégradation, le simple fait d'être traité avec ordre et discipline était le plus grand choc de tous. Dans les jours suivant leur arrivée, les prisonniers japonais ont commencé à réaliser que la captivité était régie par des rituels très éloignés du chaos du champ de bataille. L'une des découvertes les plus surprenantes est venue lorsque les autorités du camp ont distribué des instructions strictes d'hygiène. Chaque homme était censé se baigner régulièrement, se raser selon un horaire et maintenir son apparence soignée.
Pour des soldats qui avaient passé des mois dans les jungles où l'eau était rationnée pour boire, l'idée de l'utiliser pour se laver quotidiennement semblait un luxe absurde. Pourtant, les gardes ont appliqué ces règles fermement, alignant les hommes pour l'inspection afin d'assurer la conformité. Le choc allait plus profond que le simple inconfort. La culture militaire japonaise avait mis l'accent sur l'endurance. Les uniformes sales, les corps non lavés et les blessures non traitées étaient considérés comme la preuve de la dureté. Les soldats de l'armée impériale avaient été félicités pour avoir marché dans les marais sans se plaindre, mangeant des rations maigres et portant des vêtements imbibés de sueur jusqu'à ce qu'ils se décomposent. La propreté n'était pas une vertu, mais une distraction du sacrifice. Soudainement, on leur disait qu'ils devaient se frotter le corps, se tailler les ongles et maintenir leurs cheveux ordonnés, ce qui contrastait avec tout ce qu'on leur avait enseigné. Les douches sont devenues l'un des premiers points majeurs d'adaptation. De nombreux camps de prisonniers de guerre en Amérique étaient équipés de grandes installations de douches communes reliées à des systèmes d'eau chaude. Quelque chose d'inouï sur le terrain. Les prisonniers se souvenaient de la sensation vivement. La piqûre de l'eau fumante sur la peau couverte de semelles de crasse. L'odeur piquante du savon américain. La sensation de serviettes qui n'étaient pas seulement des chiffons, mais du vrai tissu tissé. Pour certains, ce nettoyage était aussi humiliant qu'il était effectué sous la surveillance des gardes, mais d'autres ont commencé à l'associer au soulagement et même à la dignité. Le rasage présentait une autre division culturelle. Les soldats japonais avaient rarement reçu l'ordre de garder leur visage rasé de près pendant les campagnes. Les barbes et le chaume poussaient sans contrôle dans les tropiques, souvent considérés comme des marques de robustesse. Les réglementations américaines, cependant, exigeaient que les prisonniers de guerre maintiennent des visages lisses. Des rasoirs ont été distribués, parfois des rasoirs de sécurité inconnus des hommes, et des instructions ont été données sur la façon de les utiliser. La pratique a semblé étrange aux prisonniers, même inutile. Pourtant, ils ont remarqué que les gardes les inspectaient ensuite et félicitaient l'apparence soignée. Le toilettage, semblait-il, était une forme de discipline dans le système militaire américain. Les uniformes portaient également un message symbolique. À leur arrivée, de nombreux prisonniers japonais avaient été dépouillés de leur équipement de campagne en lambeaux, leurs bottes tombant en morceaux, les chemises déchirées par des mois d'usure en jungle. Au camp, on leur a remis des vêtements de travail simples mais propres, souvent des vêtements en denim ou en coton marqués PW en grandes lettres. Au début, cette uniformité était dégradante, une marque visuelle de captivité. Mais au fil du temps, certains ont commencé à apprécier que ces vêtements étaient lavés, réparés et remplacés au besoin. Le contraste avec leur réalité passée, où les soldats portaient souvent les mêmes uniformes en lambeaux jusqu'à ce qu'ils se désintègrent, était impossible à ignorer. Les autorités du camp ont insisté sur le fait que la propreté n'était pas une gentillesse, mais une nécessité. La maladie pouvait se propager rapidement dans les baraquements surpeuplés, et les officiers américains étaient déterminés à prévenir les épidémies. Les inspections contre les poux étaient menées régulièrement, et de la poudre désinfectante était appliquée aux lits et aux vêtements. Les prisonniers japonais qui ont résisté ont été rappelés que la conformité signifiait la survie, non l'indulgence. Graduellement, les hommes ont commencé à se conformer, même à contre-cœur, réalisant que ces routines étaient inévitables. Ce qui a le plus troublé les prisonniers n'était pas la disponibilité du savon, de l'eau ou des rasoirs, mais la conviction américaine que l'ordre provenait de telles routines. L'hygiène était une arme de contrôle, un moyen de discipliner les hommes sans le fouet ou la crosse de fusil. Pour des soldats élevés selon une éthique de la dureté et de la saleté, la découverte que leur geôlier valorisait la propreté comme faisant partie de la force militaire était désorientante. La propreté, ont-ils réalisé, n'était pas la faiblesse, c'était le pouvoir exprimé par la réglementation. Au moment où les prisonniers s'étaient adaptés au bain et au rasage, une autre révélation les attendait, celle qui semblait encore plus étrange, la présence de barbiers organisés à l'intérieur des camps. Pour des hommes qui avaient autrefois se coupé les cheveux les uns les autres avec des couteaux émoussés ou les avaient simplement laissés pousser sauvagement pendant les campagnes, l'idée que l'ennemi assignerait des barbiers formés pour maintenir leur apparence semblait irréelle. Pourtant, dans de nombreuses installations dirigées par les Américains, un petit bâtiment ou une section d'un baraquement était réservé aux coupes de cheveux, avec des chaises, des miroirs et même des tondeuses bourdonnant sous le courant électrique. Les premières visites étaient remplies de tension. Les soldats japonais s'assirent raidement, les mains serrées, incertains si les outils du barbier pourraient être utilisés comme punition. Au lieu de cela, ils ont découvert que la procédure était routinière, presque mécanique. Les gardes ont regardé alors que les barbiers, parfois du personnel américain, mais souvent d'autres prisonniers de guerre formés à la tâche,
coupaient les cheveux nettement et efficacement. Pour des hommes qui n'avaient pas vu leur reflet dans un miroir depuis qu'ils avaient quitté le Japon, l'image qui les regardait était choquante. Les visages nettoyés de la crasse, les cheveux façonnés en styles uniformes, une image qui ne ressemblait plus aux combattants usés par la jungle du Pacifique. Cette pratique portait un poids symbolique profond. Dans la tradition japonaise, les cheveux tenaient souvent une signification spirituelle, et l'apparence désordonnée d'un guerrier pouvait signifier une longue lutte ou une souffrance. Les faire dompter par les mains de l'ennemi était initialement ressenti comme une humiliation. Pourtant, au fil du temps, beaucoup ont commencé à reconnaître les avantages pratiques. Les cheveux courts signifiaient moins de poux, moins de démangeaisons et une sensation de légèreté dans la chaleur de l'été. Les autorités américaines ont souligné ces points, rappelant aux prisonniers que le bon toilettage réduisait les maladies et maintenait la vie du camp ordonnée. Les barbiers sont également devenus des centres sociaux au sein des camps. En attendant leur tour, les hommes chuchotaient à voix basse, partageant des rumeurs sur la progression de la guerre ou regardant d'autres être transformés sous les ciseaux. Certains ont même commencé à rivaliser pour savoir dont la coupe de cheveux avait l'air plus nette, l'ironie n'étant pas perdue pour les observateurs. Dans les journaux écrits ultérieurement par d'anciens prisonniers de guerre, ces barbiers ont été décrits comme des lieux étranges de normalité au milieu de la captivité. Un compte-rendu se souvenait de l'expérience surréaliste de s'asseoir dans une chaise tandis que le son des matchs de baseball s'échappait de l'extérieur, comme si la vie du camp suivait un rythme étranger à la guerre qui faisait rage au-delà. Pour les Américains, le barbier servait un objectif au-delà de l'hygiène. Les autorités militaires comprenaient que le toilettage renforçait la discipline. Un prisonnier bien tondu était plus facile à contrôler, visuellement unifié avec le groupe et moins susceptible d'apparaître défiant. L'apparence ordonnée réduisait le risque de troubles en supprimant l'individualisme. En même temps, cela a permis à l'armée américaine de démontrer son respect des normes de la Convention de Genève, si jamais elle était questionnée par des inspecteurs visiteurs de la Croix-Rouge. Il y avait aussi une ironie particulière dans qui maniait les tondeuses. Dans certains camps, les prisonniers de guerre japonais ayant une expérience d'avant-guerre en tant que barbiers ont été recrutés pour servir leur père. Cet arrangement a créé une petite économie de compétences où les mains talentueuses ont gagné le respect tranquille. Un soldat qui avait autrefois coupé les cheveux à Osaka pouvait se retrouver à nouveau à pratiquer son métier, mais maintenant sous garde, façonnant les têtes de camarades captifs au lieu de clients du quartier. De tels arrangements ont donné aux hommes un rôle, aussi mineur soit-il, qui les reconnectait à la vie civile longtemps oubliée. Ce qui a surpris de nombreux prisonniers de guerre n'était pas seulement les coupes de cheveux elles-mêmes, mais l'environnement qui les entourait. Des sols propres, des miroirs polis, des brosses et des ciseaux désinfectés après chaque utilisation. Pour des hommes qui avaient combattu dans des tranchées où l'assainissement n'existait à peine, le contraste était stupéfiant. Chaque visite chez le barbier était un rappel que leur geôlier vivait selon une philosophie militaire entièrement différente, dans laquelle la discipline était mesurée non seulement par la performance au combat, mais par l'éclat des bottes et la propreté des cheveux. Si les barbiers avaient troublé les prisonniers, les services de couture dans les camps américains les ont laissés encore plus perplexes. Dans leur propre armée, les uniformes étaient distribués une fois et censés durer jusqu'à ce qu'ils tombent en morceaux. Les pièces s'étaient cousues grossièrement avec tous les chiffons qui pouvaient être trouvés. Et les vêtements en lambeaux étaient presque un badge d'endurance. Découvrir que leur geôlier non seulement réparait, mais entretenait soigneusement les vêtements des prisonniers semblait incompréhensible. Pourtant, de nombreuses installations américaines avaient des sections de couture désignées staffées soit par du personnel du quartier-maître américain, soit par des prisonniers de guerre compétents à qui on donnait des outils, du tissu et du fil pour maintenir les vêtements en ordre. La première expérience venait souvent quand un garde collectait des chemises ou des pantalons déchirés et les retournait quelques jours plus tard réparés avec des points précis. Certains prisonniers ont fixé l'incrédulité, tournant les vêtements dans leurs mains. L'idée qu'un ennemi gaspillerait du temps à coudre les vêtements d'un captif au lieu de les laisser porter des chiffons semblait contraire à tout ce qu'ils avaient imaginé. Au fil du temps, ils ont appris que de tels services étaient systématiques. Les vêtements étaient enregistrés, réparés et redistribués en cycles qui faisaient ressembler la vie du camp à une institution civile plutôt qu'à une colonie pénale. Le système de couture était plus que pratique, il portait un poids symbolique. Une uniforme soignée avec PW éclaboussé sur le dos dépouillait les hommes de leurs anciennes identités.
mais leur donnait aussi un étrange sentiment d'égalité. Les officiers qui avaient autrefois porté des insignes élaborés étaient maintenant vêtus des mêmes vêtements de travail robustes que les hommes de troupe. L'élimination de la distinction de grade était un coup subtil à la hiérarchie japonaise, où les uniformes et les insignes symbolisaient l'honneur et le statut. Les Américains, cependant, traitaient les vêtements comme une question de fonction et d'hygiène, non de fierté. Pour certains prisonniers, l'atelier de couture est devenu une opportunité plutôt qu'une humiliation. Les hommes ayant une expérience d'avant-guerre en couture, textile ou travail en usine ont été assignés pour assister. On leur a donné des machines à coudre alimentées par l'électricité, des bobines de fil dans des racks ordonnés et des bancs avec un éclairage approprié. Pour ces individus, la captivité offrait un retour ironique au métier civil. Les mémoires d'anciens prisonniers ont mentionné que ceux choisis pour les tâches de couture jouissaient souvent de conditions légèrement meilleures. Du travail intérieur plus chaud, des rations supplémentaires occasionnelles et un sentiment de but dans les routines du camp. Un autre élément frappant était la distribution des vêtements d'hiver et d'été. Contrairement aux chiffons tropicaux que les soldats japonais avaient portés dans les campagnes insulaires, les camps du Midwest ou du Sud américain nécessitaient des ajustements saisonniers. La fourniture de vestes, de casquettes, de gants et de pantalons plus lourds a stupéfait les hommes qui avaient autrefois souffert de gelures dans des équipements mal ajustés. Dans certains camps, les colis de la Croix-Rouge complétaient ces fournitures, ajoutant des chaussettes, des écharpes ou même du tissu pour les pièces. Les prisonniers ont lentement reconnu que leurs ravisseurs investissaient des efforts non seulement pour les maintenir en vie, mais pour les entretenir selon les normes établies par le droit international. Les efforts s'étendaient au-delà des uniformes. Des rideaux étaient parfois cousus pour les fenêtres des baraquements, la literie réparée, et même des drapeaux improvisés pour les événements sportifs produits dans l'atelier. Cette polyvalence a démontré une ingéniosité qui a surpris les prisonniers habitués à improviser avec des morceaux de toile ou de corde. Ils ont commencé à voir qu'en Amérique, l'ordre était préservé non pas en se contentant de la rareté, mais en maintenant des systèmes qui prévenaient la rareté dès le départ. Aux yeux des Japonais, toute cette opération semblait presque luxueuse, voire décadente. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi les soldats ennemis méritaient des vêtements rapiécés, ou pourquoi du temps et de la main-d'œuvre étaient consacrés à de tels détails. Cependant, alors que les semaines se transformaient en mois, les rangées nettes de vêtements rapiécés empilés dans les magasins sont devenues des symboles de l'efficacité et de la discipline qui sous-tendait la culture militaire américaine. Ce qui avait commencé par de la perplexité s'est lentement transformé en un respect réticent, alors que les prisonniers réalisaient que pour leurs ravisseurs, la couture n'était pas une courtoisie. C'était une autre expression du contrôle et de l'organisation. Tout comme les vêtements sur mesure avaient déstabilisé les perceptions japonaises, la découverte de services de blanchisserie structurés à l'intérieur des camps les a forcés à reconsidérer complètement ce que signifiait la captivité. Dans leur propre armée, la blanchisserie avait été une arrière-pensée. Les hommes lavaient les uniformes dans les rivières, ou ne les lavait pas du tout, laissant la sueur, la boue et le sang s'accumuler jusqu'à ce que le tissu se désintègre littéralement. Sur les îles éloignées du Pacifique, les soldats portaient souvent le même ensemble de vêtements pendant des mois. L'odeur de moisissure et de pourriture s'attardant sur leur corps. Entrer dans un camp où les vêtements étaient collectés, lavés et retournés régulièrement était une expérience au-delà de tout ce qu'ils avaient attendu. Le processus lui-même les a émerveillés. Les autorités du camp programmaient la blanchisserie à des jours fixes. Les paniers ou les sacs marqués avec les numéros des prisonniers étaient collectés, parfois par camion, et livrés aux installations centrales. À l'intérieur de ces salles de blanchisserie, les machines à laver à vapeur tournaient régulièrement, remplissant l'air de l'odeur du savon et de l'eau chaude. Les prisonniers qui n'avaient jamais vu de telles machines regardaient avec incrédulité la vitesse à laquelle les vêtements étaient nettoyés en masse. Le bruit mécanique et la vue de draps et d'uniformes sans fin tournoyant à l'intérieur des tambours semblaient provenir d'un autre monde. Une solution industrielle à un problème qu'ils avaient autrefois résolu avec les mains nues dans des ruisseaux boueux. Les draps de lit propres ajoutaient au choc. De nombreux soldats japonais avaient dormi sur le sol humide ou sur des nattes de paille infestées d'insectes. Maintenant, à intervalles réguliers, les draps et les couvertures étaient collectés, blanchis et retournés sentant légèrement le détergent. S'allonger sur un lit avec des draps croustillants était, pour certains, la première expérience d'un tel confort depuis leur départ du Japon. Les prisonniers ont enregistré plus tard que la sensation était si étrangère qu'ils trouvaient difficile de dormir au début,
désaccoutumés de l'absence de saleté et de vermine. Ce qui a fait la plus grande impression était la discipline routinière derrière ces services. Les gardes insistaient sur la ponctualité. La blanchisserie devait être remise à temps, pliée correctement et identifiée par numéro. Toute déviation risquait de retarder la réception de vêtements propres. Pour les Américains, c'était une extension de l'ordre militaire. Pour les prisonniers de guerre japonais, c'était une leçon sur le pouvoir des systèmes par rapport à l'improvisation. Au lieu du chaos, chaque détail était planifié, catalogué et exécuté avec une précision d'horlogerie. Les services de blanchisserie sont également devenus des lieux de travail pour les prisonniers eux-mêmes. Ceux assignés à ces tâches travaillaient avec de grandes presses industrielles, des fers et des tables de tri. Des hommes qui avaient autrefois marché dans les jungles passaient maintenant des heures à plier des piles d'uniformes soigneusement repassés sous la surveillance de superviseurs. Certains ont même pris une fierté tranquille à maîtriser les machines, les traitant comme d'étranges nouveaux outils de travail. Les anciens récits suggèrent que ces emplois offraient de petits avantages: le travail intérieur, la protection contre les intempéries et la chance occasionnelle d'interagir avec les inspecteurs de la Croix-Rouge qui visitaient les installations. La Croix-Rouge a en effet joué un rôle dans le renforcement de ces normes. Les rapports des inspections ont noté la propreté des baraquements, la fourniture de blanchisserie et la rotation de la literie. Ces conclusions ont été ultérieurement diffusées à l'échelle internationale, démontrant que les camps américains respectaient la Convention de Genève. Les prisonniers japonais qui avaient été enseignés à s'attendre à la négligence ou à la famine ont progressivement réalisé que le retour régulier de vêtements propres n'était pas accidentel, mais le résultat d'un système soigneusement conçu, destiné à montrer la conformité américaine. Pour beaucoup, le plus grand choc est venu en comparant ces expériences à leurs propres difficultés en temps de guerre. L'image d'une installation de blanchisserie fumante avec des rangées de machines à laver s'opposait au souvenir de camarades se grattant les poux ou essorant des chemises noircies par la moisissure. Ce contraste s'est gravé profondément dans leur perception de l'Amérique. En captivité, ils s'attendaient à la dégradation. Au lieu de cela, ils ont trouvé un environnement où même la blanchisserie était devenue un outil de discipline, d'efficacité et de dignité inattendue. Bien que les barbiers, les tailleurs et la blanchisserie aient choqué les prisonniers japonais sur un plan pratique, les conséquences plus profondes étaient psychologiques. De nombreux prisonniers de guerre avaient marché en captivité avec leur image de soi brisée, convaincus qu'ils avaient déshonoré leur famille et l'empereur en se rendant. Cependant, dans les camps américains, le rythme régulier de la propreté et de l'hygiène a lentement reconstruit des aspects de l'identité personnelle qu'ils pensaient perdus à jamais. Pour la première fois en moins, ils ont vu leur visage dans les miroirs, porté des vêtements sans trous et dormi dans une literie qui ne sentait pas la décomposition. Ces détails ont frappé au cœur de la façon dont ils se percevaient comme des êtres humains plutôt que comme des soldats vaincus. Pour les hommes conditionnés à croire que la captivité équivalait à l'humiliation, la routine de l'ordre produisait un mélange troublant de honte et de soulagement. Au début, certains ont résisté, refusant les douches, négligeant de se raser ou évitant les barbiers. Les gardes ont forcé la conformité, mais au fil du temps, la résistance s'est adoucie. Les prisonniers ont commencé à remarquer que maintenir une apparence soignée altérait la façon dont ils étaient traités. Les prisonniers propres et ordonnés étaient traités avec moins d'hostilité, tandis que ceux qui ignoraient les règles recevaient des réprimandes. D'une certaine manière, l'hygiène personnelle est devenue liée à la dignité. En apparaissant disciplinés, ils pouvaient récupérer des fragments de respect aux yeux de leurs ravisseurs. Ces changements ont également influencé le moral du groupe. Dans les baraquements surpeuplés, où le désespoir et l'oisiveté pouvaient facilement mener à des combats, l'ordre est devenu stabilisant. Les hommes qui autrefois se criaient dessus dans la frustration trouvaient moins de raisons de se quereller lorsque les conditions de vie s'amélioraient. L'absence de poux réduisait la maladie. Les vêtements propres diminuaient l'inconfort. Les coupes de cheveux réduisaient la propagation de l'infection. Progressivement, la santé s'améliorait. Et avec elle, les humeurs s'élevaient. Les officiers américains comprenaient bien cette dynamique. Une population de prisonniers plus saine et plus calme signifiait moins de soulèvements et des camps plus contrôlables. Le contraste avec la culture militaire japonaise ne pouvait pas être plus marqué. L'armée impériale avait mis l'accent sur le stoïcisme. La souffrance était noble. Le confort était une faiblesse. Les prisonniers se sont trouvés confrontés à une philosophie complètement différente. La discipline non pas par la privation, mais par le bien-être régulier. Cette réalisation a déstabilisé leur vision du monde. Si leur propre armée glorifiait l'endurance au détriment de la santé, pourquoi l'ennemi, qu'ils considéraient comme décadent, réalisait-il le contrôle par les moyens opposés? Certains ont commencé à soupçonner que la force de l'Amérique
résidait précisément dans sa capacité à équilibrer l'ordre avec la provision. Il y avait aussi des moments de transformation tranquilles. Un prisonnier qui avait été désespéré pouvait soudainement retrouver sa fierté en recevant des vêtements fraîchement blanchis. Un autre pouvait regarder son reflet après une coupe de cheveux et réaliser qu'il semblait plus jeune, presque comme l'homme qu'il avait été avant la guerre. De telles expériences n'ont pas effacé l'amertume de la défaite, mais elles ont rongé le désespoir de la captivité. Les témoignages ultérieurs ont révélé que ces petits actes de propreté ont donné aux hommes l'endurance psychologique pour survivre des années derrière les barbelés. Cependant, tous n'ont pas accepté ces routines positivement. Certains officiers croyaient que s'adapter à de tels conforts émoussait l'esprit, effaçant la mentalité guerrière inculquée par la formation japonaise. Ils ont averti leurs hommes de ne pas devenir mous sous les soins de l'ennemi. Cette tension entre les anciennes valeurs et les nouvelles réalités a défini la vie dans les camps. Néanmoins, l'effet global était indéniable. L'hygiène imposée a remodélé le comportement, instillé le calme et a donné aux prisonniers un moyen de naviguer dans l'étrange limbe de la captivité sans s'effondrer dans le désespoir. Ce qui semblait d'abord être des routines triviales, les barbiers coupant les cheveux, les tailleurs réparant les coutures, la blanchisserie retournant des vêtements croustillants, sont progressivement devenus des encres d'identité. Le choc de la propreté a cédé la place à l'acceptation, et l'acceptation à son tour est devenue un outil de survie subtil. Dans l'ordre tranquille des camps américains, les prisonniers japonais ont découvert que la dignité pouvait être reconstruite, non pas par la gloire au combat, mais par les plus petits rituels de la vie quotidienne. Derrière les routines apparemment banales de l'hygiène et de la propreté, se cachait une philosophie américaine délibérée sur la façon de gérer des milliers de soldats ennemis sur le sol national. Les barbiers, les tailleurs et les installations de blanchisserie n'étaient pas des actes de générosité, c'étaient des éléments d'un système plus large enraciné dans la doctrine militaire américaine et le droit international. À la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient étudié les leçons de la Première Guerre mondiale lorsque le mauvais traitement des prisonniers avait entraîné des troubles et des critiques internationales. Déterminés à ne pas répéter les erreurs, les autorités américaines ont élaboré un programme dans lequel la discipline était maintenue par la structure, la réglementation et le respect de la Convention de Genève. Au cœur de ce système se trouvait la light que le traitement ordonné réduisait la probabilité de rébellion. La propreté, les repas réguliers et les soins médicaux maintenaient les prisonniers en meilleure santé, ce qui à son tour réduisait le désespoir et la violence. Les responsables ont noté que les hommes qui ressentaient un certain niveau de dignité étaient plus faciles à contrôler que ceux poussés au bord de la famine ou de la maladie. En pratique, les salons de coiffure, les ateliers de couture et les services de blanchisserie servaient d'outils tranquilles de pacification. Les prisonniers préoccupés par les horaires, les inspections et l'entretien personnel étaient moins susceptibles de planifier des tentatives d'évasion ou de susciter des troubles. Une autre couche de raisonnement était la propagande. Les États-Unis comprenaient que les nouvelles du traitement des prisonniers se propageaient au-delà des clôtures des camps. La Croix-Rouge internationale effectuait des inspections fréquentes documentant les conditions, interrogeant les captifs et déposant des rapports. En démontrant que les prisonniers de guerre japonais étaient propres, vêtus et soignés, les États-Unis ont contré les récits ennemis de la cruauté américaine. Cela a également renforcé le moral parmi ses propres citoyens qui pouvaient croire que leur nation respectait les normes même pendant une guerre brutale. En ce sens, chaque prisonnier soigneusement rasé et chaque pile d'uniformes lavés sont devenus une partie d'une campagne d'image mondiale. La logistique a également joué un rôle central. L'armée américaine disposait de vastes réseaux d'approvisionnement capables de nourrir et de vêtir des millions de ses propres soldats. Étendre ces systèmes pour couvrir les captifs ennemis nécessitait des ressources supplémentaires, mais démontrait également la puissance industrielle. Les machines à laver, les stations de couture et les salons de coiffure mettaient en avant la capacité d'une nation qui pouvait se permettre d'investir dans l'entretien de ses ennemis, tout en soutenant simultanément les opérations de combat sur 2 océans. Pour les prisonniers japonais, qui avaient vu leur propre chaîne d'approvisionnement s'effondrer dans la rareté, cette abondance était une preuve écrasante de la puissance américaine. La philosophie s'étendait à la gestion du travail. Les prisonniers de guerre propres, vêtus et raisonnablement en bonne santé pouvaient être mis au travail. De nombreux camps employaient des prisonniers dans les champs agricoles, les opérations forestières ou l'entretien des camps. Les ateliers de blanchisserie et de couture eux-mêmes servaient également d'assignation de travail, donnant aux hommes une structure à leur journée. Ce travail non seulement aidait l'économie de guerre américaine, mais gardait également les prisonniers occupés, empêchant l'oisiveté de se transformer en trouble. Ainsi, ce qui semblait être de simples services
étaient des mécanismes soigneusement conçus pour transformer les passifs potentiels en actifs gérables. Même la conception architecturale des camps reflétait cette approche. Les installations ont été construites avec des dispositions fonctionnelles qui comprenaient des zones d'assainissement dédiées, des espaces de travail et des terrains de récréation. La séparation des zones de vie, de travail et de nettoyage assurait un mouvement constant et une routine. Les gardes ont appliqué ces limites, mais le système lui-même portait une grande partie du poids. Les prisonniers, guidés par des horaires, trouvaient peu d'occasions de perturber l'ordre. Aux yeux des Japonais, cette philosophie américaine semblait paradoxale. On leur avait appris à croire que les ennemis brisaient les prisonniers, les réduisant à des ombres d'hommes. Au lieu de cela, ils ont rencontré un ravisseur qui croyait au maintien de l'apparence et de la santé comme instrument de contrôle. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir à l'époque, c'est à quel point cette philosophie était profondément ancrée dans la tradition militaire américaine. Une fusion du pragmatisme, du droit et de la conviction que l'ordre plutôt que la cruauté assurait la victoire. Lorsque la guerre a finalement pris fin et que les portes de la captivité se sont ouvertes, les prisonniers japonais ont ramené à la maison des souvenirs qui étaient très différents de ce qu'ils avaient imaginé lors de leur première capture. Beaucoup ont écrit dans des mémoires ou partagé dans des conversations tranquilles à quel point l'expérience des barbiers, des tailleurs et des services de blanchisserie avait altéré leur perception de l'ennemi. Pour les hommes qui avaient autrefois imaginé les Américains comme des conquérants brutaux, les routines structurées de la vie du camp ont révélé une nation dont la force s'exprimait non seulement sur le champ de bataille, mais dans sa capacité à maintenir l'ordre, même pour les captifs. Les récits collectés des décennies plus tard décrivaient l'étonnement des hommes voyant des machines de blanchisserie industrielle ou des barbiers professionnels au travail. Certains se souvenaient de la piqûre du savon sur la peau longtemps couverte de sueur, tandis que d'autres se souvenaient du choc de recevoir des vêtements qui étaient rapiécés plutôt que jetés. Ces petits moments insignifiants pour les Américains sont devenus indélébiles pour les soldats japonais qui avaient enduré la rareté. Les anciens combattants ont témoigné que la première fois qu'ils s'allongeaient sur des draps propres ou portaient des uniformes repassés en captivité, c'était quand ils ont réalisé à quel point le fossé était vaste entre les deux approches militaires des besoins humains. Ce souvenir a laissé un héritage compliqué. D'une part, les anciens prisonniers de guerre ont souvent admis que leur survie était due en partie à ces systèmes de soins inattendus. Les maladies qui auraient pu les tuer dans les tropiques ont été réduites par les routines d'hygiène. Le désespoir a été soulagé, ne serait-ce que légèrement, par la dignité des vêtements propres. D'autre part, ils ont lutté avec la honte. Accepter de tels conforts de la part de l'ennemi s'opposait aux valeurs inculquées dans l'armée impériale. Certains n'en ont jamais parlé ouvertement, craignant le jugement de familles qui ne pouvaient pas comprendre comment la captivité avait pu être supportée autrement que par la souffrance. Les historiens étudiant les récits des prisonniers de guerre japonais ont noté la fréquence avec laquelle ces détails apparaissent. Dans les histoires orales, les hommes contournaient souvent les grandes stratégies ou les batailles et décrivaient plutôt la perplexité de se tenir en ligne devant un fauteuil de barbier ou de recevoir du linge plié. Ces souvenirs sont devenus un raccourci pour l'étrangeté de la captivité, des symboles d'un monde qui était ordonné, efficace et étrangement humain au milieu d'un conflit mondial défini par la brutalité. Le souvenir de ces services a également joué un rôle dans la réconciliation d'après-guerre. Lorsque les échanges entre le Japon et les États-Unis se sont intensifiés dans les décennies suivant la guerre, certains anciens prisonniers de guerre ont reconnu en privé que leur traitement dans les camps avait remis en question les images de propagande de l'Amérique. La propreté, l'ordre et la routine avaient adouci l'image de l'ennemi, montrant une nation dont le pouvoir était enraciné dans la discipline autant que dans l'armement. Bien que l'amertume persiste, en particulier concernant la honte de la reddition, le souvenir de ces expériences de camp surprenantes a formé l'un des rares domaines où le respect a tranquillement remplacé l'hostilité. Même dans les études modernes de la vie des prisonniers de guerre, l'étonnement face aux barbiers, aux tailleurs et aux blanchisseries est cité comme une fenêtre sur les contrastes culturels. Pour les Japonais, ces services ont mis en évidence le fossé entre deux visions du monde. L'une qui glorifiait le sacrifice et la pénurie, et une autre qui assimilait la force à l'efficacité et aux soins. En captivité, ces leçons n'ont pas été enseignées dans les salles de classe, mais expérimentées dans le cycle quotidien du savon, des ciseaux et des coutures. Ainsi, longtemps après leur libération, les prisonniers japonais ont ramené chez eux non seulement les cicatrices de la défaite, mais aussi le souvenir de la façon dont l'ordre de l'Amérique avait façonné leur captivité. Ce qui avait autrefois semblé inimaginable, être rasé, habillé et recevoir des draps propres de la part de l'ennemi, est resté gravé dans leurs souvenirs comme le choc le plus durable de tous.